bienvenue dans A-t-on le droit? Maltraitance physique, maltraitance psychologique faite aux enfants, de quoi s'agit-il au juste? Pour cela, nous recevons des invités pour débattre et échanger sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec Nathan, notre chroniqueur du jour. Bonjour Nathan. Bonjour Manu. Alors pour commencer, nous allons vous montrer un témoignage émouvant, celui d'un papa qui raconte l'histoire de son fils de 2 ans, Nolan. C'est un reportage qui a été diffusé dans l'émission Envoyé spécial en mars 2014. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Ce jeune père avait tout prévu. L'inscription à la maternelle, un appartement avec 2 chambres. Tout était fin prêt pour récupérer la garde de son fils de 2 ans et demi, Nolan. Chambre à Nolan qui est là. C'était censé être sa chambre. Ses jouets, ses peluches, son siège auto. Voilà. C'était censé être son petit chez lui. Il a malheureusement jamais eu l'occasion d'y venir. Malheureusement pour lui et pour moi. Fin juin 2012, quelques jours avant leur retrouvaille, Nolan est opéré en urgence après une soi-disant chute de lit. Il va en mourir. L'autopsie va révéler qu'il n'y a pas eu d'accident et que l'enfant était régulièrement frappé. Le beau-père est mis en examen pour violence et la mère pour n'avoir rien empêché. Est-ce que vous en voulez à votre ancienne compagne de ne pas avoir su protéger Nolan? Complètement. C'était son rôle. C'était à elle de le protéger. C'était sa mère. Comment vous pouvez vous lever tous les matins et regarder votre fils qui est complètement tuméfié sur un visage? Qui a des paralysies, qui se retrouve avec des paralysies faciales. Qui se retrouve avec des hématomes sur le visage. Des yeux injectés de sang. Comment vous pouvez vous lever devant votre fils tous les jours comme ça? Comment vous pouvez coucher votre fils tous les jours comme ça? Et sans rien faire, en le laissant dans tout ça. Comment vous pouvez? Il faut qu'on m'explique. On appelle ça une mère? Nolan, mort à 2 ans et demi sous les coups. Lenny, mort à 3 ans, de violence et de privation de nourriture. Bastien, mort à 3 ans après une punition. 3 enfants décédés en silence, alors que certains savaient ce qu'ils enduraient. Pourquoi leurs mères n'ont-elles pas su les protéger? Quand vous-même, vous n'arrivez pas à vous protéger, comment voulez-vous protéger votre enfant? Pourquoi les services sociaux n'ont-ils pas su intervenir? On a appelé au secours, on a appelé à l'aide. Ça n'a pas bougé. Pourquoi ces enfants n'ont-ils pas été retirés de leur famille? On veut tout sauver, l'enfant et la famille. Mais il y a un moment donné, il faut faire un choix. Et les derniers choix qui ont été faits sur un certain nombre d'enfants, ils ont choisi la famille et c'est l'enfant qui est mort. Entre silence et déni, nous avons voulu enquêter sur ces enfants morts trop vite. Des enfants qui auraient pu être sauvés. Effectivement, ce témoignage est très émouvant. Nathan. Je me tourne donc vers mes invités pour lancer notre premier débat. Que retenez-vous de ce reportage? Qu'il y a 3 enfants morts. Que les parents n'ont rien fait pour éviter ça. Que c'était triste.
Qu'est-ce qui vous a choqué, marqué? C'est les 3 enfants morts, comme ça. Ils sont morts trop tôt et pas après. La police n'est pas venue. Ouais. Quelles émotions avez-vous ressenties? Je suis très triste. C'est malheureux de voir des enfants qui ont été tués pour rien. Que c'est émouvant. Que c'est scandaleux de voir des enfants d'1 an mourir. C'est trop tôt pour mourir. Vous avez d'autres choses à rajouter? Que normalement on doit mourir à 90 ans ou quelque part, mais pas à 12 ans. C'est scandaleux que la police n'a rien fait, que ces enfants sont morts trop tôt. Les parents n'ont pas eu le temps de réagir. Moi, à leur place, je resterai à côté de ces petits. Que les mères n'ont rien dit du tout. Vous, Jordan, dites-vous quelque chose, vous n'avez pas encore parlé. J'ai trouvé que c'est très scandaleux parce que les mères n'ont jamais appelé la police. Ils ont choisi de rester avec leur famille, les bébés. Le bébé, il voulait garder le bébé. Et ben c'est pour ça que le bébé est mort. Je trouve que c'était des parents indignes, qu'ils n'ont jamais rien fait pour sauver leurs enfants, qu'ils ont préféré les laisser mourir que les laisser vivre. Moi, je trouve ça vraiment injuste et j'espère que d'autres enfants seront mieux élevés. Nous continuons notre émission avec une histoire encore très émouvante. Nathan, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, Manon. Alors, c'est une lettre dont nous allons parler maintenant. Une lettre de Lisa que nous avons trouvée sur le site internet d'Enfance et Partage. Depuis qu'elle est toute petite, Lisa a peur de sa maman qui crie très fort sur elle. Elle a une sœur, mais c'est toujours elle qui est punie lorsqu'il y a une bêtise de faite. Elle ne comprend pas toujours pourquoi elle est punie. Pour illustrer cette lettre, voici une vidéo que nous avons réalisée avec l'aide de Julie, notre comédienne. Regardons. Lisa essaye d'être très sage tous les jours pour faire plaisir à sa maman et qu'elle arrête de crier. Mais sa maman ne lui dit jamais qu'elle l'aime. Elle lui dit qu'elle n'est pas belle, qu'elle est idiote et qu'elle n'arrivera jamais à rien. Lisa pleure beaucoup, ce qui énerve plus sa maman. Ainsi, sa maman l'oblige à aller faire les courses, à porter des sacs très lourds. Elle doit nettoyer les toilettes avant d'aller à l'école. C'est pourquoi elle est régulièrement en retard. Lisa se fait souvent gronder par le directeur, mais elle n'ose pas lui dire que ce n'est pas de sa faute. Parfois, elle doit écrire toute la nuit des punitions comme « je ne dois pas me coucher sans avoir vidé la poubelle ». Et après, elle s'endort en classe. Elle n'a pas toujours le droit de faire ses devoirs et a donc souvent de mauvaises notes. Pourtant, Lisa aime l'école. Après l'école, Lisa a toujours peur de rentrer à la maison. Son ventre gonfle, son cœur bat plus vite. Elle a peur d'ouvrir la porte parce qu'elle ne sait pas ce que sa maman va trouver pour la punir. Elle a de plus en plus envie de s'enfuir loin, très loin. Lisa grandit la peur au ventre. Elle ne sait pas qu'on peut parler et à qui en parler.
Dans l'histoire de Lisa, c'est sa maman qui la traite mal, mais ça pourrait être aussi son papa, une autre personne de la famille, ou n'importe quel adulte qui a de l'autorité sur un enfant. Lisa ne sait pas qu'elle peut trouver de l'aide auprès de sa maîtresse, d'une infirmière scolaire ou d'une assistante sociale. Je reviens vers mes invités pour ce second débat. Si je vous dis maltraitance, à quoi cela vous fait-il penser? Que la maltraitance, c'est quand on fait du mal. Ça me fait penser qu'on fait du mal, la maltraitance. Ça fait penser qu'il y a des gens qui sont en difficulté, il y a des gens qui meurent pour rien. Enfer. Pour moi, la maltraitance, c'est faire du mal pour rien. La maltraitance, c'est triste pour les enfants qui sont maltraités. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez maltraité? On appellerait la police. Je veux dire à quelqu'un qui pourrait m'aider. À qui? À la maîtresse ou à la maîtresse ou les enfants qui sont maltraités, il y a aussi les parents. Oui. J'appellerai le 08 00 00 82 82. Moi j'aurais fait pareil que Clément et je n'aurais parlé aussi à d'autres. J'aurais parlé à quelqu'un de la famille. Et si c'est eux qui vous maltraitent? Je parlerai aux personnes, aux polices, aux gendarmes. Gendarme, c'est la police. Oui, gendarme, c'est pareil. Moi, je suis pas d'accord pour appeler la police parce que la police, ça va rien faire. C'est mieux d'appeler 0800 00 82 82. La police, elle saura rien faire. Pour compléter notre débat, de quoi allez-vous nous parler maintenant, Nathan? Je vais vous parler d'Alice Miller, doctoresse en philosophie, psychologie et sociologie, ainsi que chercheuse sur l'enfance. Pour elle, la maltraitance faite à un enfant aura des répercussions tout au long de sa vie. Mais pour mieux comprendre, voici une vidéo qui nous explique ce qu'est la maltraitance d'après Alice Miller. Regardons. La maltraitance, l'abus de l'enfant. C'est quoi? Par Alice Miller. Les humiliations, les coups, les gifles, la tromperie, l'exploitation sexuelle, la moquerie, la négligence, etc. sont des formes de maltraitance parce qu'ils blessent l'intégrité et la dignité de l'enfant, même si les effets ne sont pas visibles de suite. C'est à l'âge adulte que l'enfant maltraité jadis commencera à en souffrir et en faire souffrir les autres. Il ne s'agit pas là d'un problème de la famille uniquement, mais de toute la société parce que les victimes de cette dynamique de violence, transformées en bourreaux, se vengent sur des nations entières, comme le montrent les génocides de plus en plus fréquents sous des dictatures atroces comme celle de Hitler.
Les enfants battus apprennent très tôt la violence qu'ils utiliseront adultes en croyant à ce qu'on leur a dit, qu'ils ont mérité les punitions et qu'ils étaient battus par amour. Ils ne savent pas qu'en vérité la seule raison des punitions qu'ils ont subies était due au fait que leurs parents ont subi et appris la violence très tôt sans la remettre en cause. À leur tour ils battent leurs enfants sans penser leur faire du mal. C'est comme ça que l'ignorance de la société reste si solide et que les parents continuent en toute bonne foi à produire le mal dans chaque génération depuis des millénaires. Presque tous les enfants reçoivent des coups quand ils commencent à marcher et toucher les objets qui ne doivent pas être touchés. Cela se passe exactement à l'âge quand le cerveau humain se structure, entre 0 et 3 ans. Là, l'enfant doit apprendre de ses modèles la gentillesse et l'amour mais jamais, en aucun cas, la violence et les mensonges, comme « je te bats pour ton bien et par amour ». Heureusement, il y en a des enfants maltraités qui reçoivent l'amour et la protection chez les témoins secourables dans leur entourage. www.alice-miller.com. On dit parfois qu'un enfant battu battra. Est-ce exact? Est-il possible aux enfants qui ont subi de mauvais traitements d'échapper à cette fatalité? Comment? Oui, on le dit parfois, et on m'attribue cette opinion, mais ce n'est pas du tout mon avis. Au contraire, je connais beaucoup de gens qui ont été battus et qui ne veulent pas vivre inconsciemment et répéter automatiquement ce qui leur est arrivé. Mais c'est vrai que la plupart des gens reproduisent sans réfléchir ce qu'ils ont vécu. On attend souvent, surtout en France, la phrase « sans fessée, il ne m'écoutera jamais ». Vous militez pour la promulgation d'une loi qui interdit de battre les enfants. Une telle loi ne risque-t-elle pas d'affaiblir l'autorité des parents et donc de déboussoler davantage encore les enfants? La vraie autorité n'a pas besoin des coups ou des claques pour se montrer fort et pour aider l'enfant. C'est le contraire, on donne des coups et des claques si on se sent faible et impuissant. Dans ce cas, on ne montre pas à l'enfant l'autorité, mais le pouvoir et l'ignorance. Merci à Mohamed pour son intervention et d'avoir bien voulu partager son avis. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, je suis pour la fessée parce que s'il y aurait pas parce que les enfants, quand ils se comportent mal, les parents ils donnent une fessée pour qu'ils se calment. Alors moi, de temps en temps, je suis pour la fessée parce que faut bien qu'on agisse quand on fait une bêtise. Mais si c'est un geste de violence et que c'est tous les jours, je suis contre la fessée. Parce que quand on fait une bêtise, par exemple, on donne une fessée, mais sauf que, par exemple, des fois, il y a quelqu'un dans la cour, je dis pas le nom, parce qu'il me donne des fessées alors que j'ai rien fait. Moi, je suis contre la fessée parce que c'est pas gentil si on les fait tous les jours, que sur les bêtises. Ben, je suis d'accord avec la fessée. Je suis d'accord avec la 1 euro. Quand on fait des bêtises, c'est normal, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas frapper. Je suis d'accord avec Mohamed, mais il y a des parents qui utilisent les ceintures. Je suis pour la fessée parce que quand les enfants ils font n'importe quoi, on doit leur donner une fessée pour qu'ils s'en souviennent et qu'ils ne le refassent plus. La maltraitance, c'est quand on répète les choses et c'est avec la maltraitance psychologique et physique. Ouais, je suis pour la fessée parce que c'est pas de la maltraitance, la fessée. Quand on te tape avec la ceinture, eh ben c'est pas la fessée parce que la fessée, vraiment on tape avec la main, c'est pas pareil. Je suis d'accord
pour la fessée, mais il faut pas abuser. Je suis contre la fessée et je ne suis pas d'accord avec Leandro parce que c'est un geste qui est méchant, que ce soit la fessée ou le fouet. Le fouet, c'est pour les vaches ou chevalets, c'est pas pour les hommes. Moi, je trouve que la fessée, ça fait moins mal qu'avec la ceinture, parce que c'est avec la main, la fessée, la ceinture, il y a un bout qui claque bien. Notre émission touche bientôt à sa fin. Nathan, par quoi allons-nous conclure? Pour terminer ce débat, nous avons rencontré 2 dames qui travaillent au Conseil général du Tarn-et-Garonne. Nous avons pu leur poser des questions sur leur métier et leur rôle dans la protection des enfants maltraités. Regardons. Bonjour d'abord. Bonjour. Donc nous, on représente donc un service du Conseil général, la cellule départementale de protection de l'enfance. Moi, je suis rédacteur et Muriel est la responsable. Voilà, de la cellule. Que savez-vous des enfants maltraités? Alors, est-ce que la question c'est comment on recueille? Oui. Est-ce que c'est nous qui enregistrons les appels téléphoniques, les demandes qui arrivent? Oui, c'est nous qui le faisons. Alors, par l'intermédiaire du numéro vert que vous avez derrière, le 0800 00 82 2 fois, ou bien aussi on a des informations par le numéro national, par le 119. Voilà, ça ce sont les 2 premiers numéros de téléphone qui sont importants pour avoir des informations. Mais après, on peut avoir des appels téléphoniques du voisin, d'une famille, où il se rend compte qu'il y a un enfant qui pleure beaucoup, qui est maltraité. On peut avoir des appels d'un citoyen lambda qui nous appelle en nous signalant une situation. Ça peut être ça, ça peut être des appels anonymes de personnes, des écoles et beaucoup du juge des enfants et du procureur de la République, qui lui a été saisi donc ou par la gendarmerie ou par des familles, donc sur des enfants qui peuvent être maltraités. Mais il y en a combien? Alors dans le département, sur 2014, on avait 800 enfants. C'est beaucoup sur le petit département. 800 enfants dans le département du Tarn-et-Garonne l'année dernière. C'est beaucoup. 800 sur combien? 800 enfants sur combien d'enfants dans le Tarn-et-Garonne? Alors là, c'est une école, tu vois. Je sais pas. Je peux pas te dire. Mais 800 sur un petit département, c'est déjà beaucoup. Au niveau national, 270 000 enfants maltraités. Comment arrivez-vous à obtenir leur confiance? Alors, ce n'est pas notre travail à nous au niveau de la cellule, administrativement. On travaille en équipe. Donc, au niveau de la cellule, il existe 2 éducatrices et une assistante sociale. Et elles travaillent avec des personnes, travailleurs sociaux, donc éducatrices, psychologues, assistantes sociales, qui sont sur des pôles de développement sociaux. Donc, dans le département, il y en a 13. Et donc, une fois que, comme a dit Muriel, qu'on a recueilli des éléments qui peuvent nous inquiéter, elles partent à 2, toujours à 2, évaluer la situation. Et elles rencontrent la famille et les enfants au sein de l'école. Donc c'est leur travail, si tu veux. Voilà, comment on arrive à gagner la confiance. Elles ont l'habitude de travailler avec des enfants. Elles arrivent effectivement à reprendre les éléments qui sont dans le recueil d'informations préoccupantes. Et ça leur permet aussi peut-être d'avoir à un moment donné un peu plus d'informations que quelquefois le peu d'informations que l'on a, mais qui sont déjà inquiétantes. Donc c'est vrai que la confiance c'est important, mais elles savent très bien le travailler puisque voilà, c'est leur corps de métier. C'est leur corps de métier. Et comment faites-vous pour faire oublier une partie de leur enfance? Si tu veux, il y a des aides qui peuvent être apportées à ces enfants. Donc ça peut être une aide éducative. Si effectivement au niveau de la situation familiale, c'est des problèmes éducatifs,
on met en place donc un suivi éducatif avec une éducatrice qui va venir rencontrer régulièrement l'enfant, la famille et voir comment on peut améliorer son quotidien. Si ça va très mal, on va les mettre, comme on te disait tout à l'heure, en famille d'accueil, puisqu'il va y avoir nécessité d'une rupture familiale. Mais qui dit rupture, à un moment, cet enfant va revenir dans sa famille naturelle. Donc, pendant qu'il va être en famille d'accueil, effectivement, il va oublier cette maltraitance qu'il a subie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne travaillera pas avec la famille pour pas qu'elle reproduise cette maltraitance quand l'enfant va revenir. Le principe, c'est de garder toujours un lien entre l'enfant, s'il est possible, entre l'enfant et sa famille naturelle, même si l'enfant est placé dans une famille d'accueil ou confié à une famille d'accueil. Comme disait Carmen très justement, il y a un lien qui a existé, qui existe malgré la maltraitance et qu'il faut restaurer, il faut le refaire ce lien. Donc ça répond un peu beaucoup à la question que tu as posée par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance déjà? Nous, au niveau du service, on a 3 sortes de maltraitance. La maltraitance physique, ce qu'on vient de dire, mais physique avérée, c'est-à-dire avec des traces. Portées. Voilà, des coups portés. Après la maltraitance psychologique, tout ce qui est on te rabaisse, t'es jamais valorisé. C'est ça, t'es humilié. Voilà. Mais comment elle se crée? Comment elle se crée? Peut-être parce qu'elle a déjà été reçue, parce que c'est héréditaire, on va dire. Peut-être que c'est la maman qui reproduit ce qu'elle a vécu, peut-être. Mais ça, c'est... Et donc, on a dit la maltraitance physique, la maltraitance psychologique. Et la troisième, la maltraitance sexuelle. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que la maltraitance sexuelle? Oui. Non. Les viols, quand il y a des gens qui touchent les gens alors qu'ils veulent pas, les enfants ou les grandes personnes. C'est ça. Quand par exemple, quand il y a une dame qui veut pas qu'on la touche, il continue, il la retient et pareil pour les enfants. C'est pareil pour les enfants. C'est la même chose pour les enfants. Obliger un enfant à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas. Faut-il interdire la fessée? La loi dit qu'il ne faut pas mettre la fessée, donc bon voilà, après, qu'est-ce qu'on y met derrière la fessée? Voilà. Après, c'est chacun qui... Moi, je vais dire que je suis pour la fessée, voilà. Mais après, je veux dire, il y a une loi qui dit qu'il n'y a pas le droit de mettre la fessée. Après, culturellement, il y a des pays où la ceinture, tu l'utilises couramment. C'est partie de l'éducation, mais en France, et elle n'est pas interdite. Ici, en France, tu n'as pas le droit. Donc, c'est ce que reprennent aussi les éducateurs et les assistantes sociales avec les familles qui utilisent, par exemple, la ceinture. Leur dire, chez vous, ça se fait, chez nous, on ne le fait pas. C'est interdit par la loi. Donc, ici, vous serez punis parce que vous n'avez pas le droit. Même si culturellement, tu peux le faire chez toi. Si effectivement un petit garçon ou une petite fille, comme on dit, a une fessée de façon isolée pour un événement et que c'est justifié, bon voilà. Mais si c'est une fessée qui se répète plusieurs fois par jour, et que c'est injustifié, à ce moment-là, c'est un acte qui devient un acte de maltraitance. Et souvent, ce qui est repéré dans la maltraitance, c'est la répétition des choses. Voilà. Souvent c'est des coups, parce qu'on Des coups, des paroles, tout le temps, ça revient tout le temps. Il y a une régularité, une fréquence qui fait qu'à un moment donné, ça prend le sens de la maltraitance. Après, je voudrais reprendre avec vous quand vous parliez de maltraitance psychologique. Ça peut être aussi dans des familles où les parents, il y a de la violence entre eux. La violence des parents. Un couple qui se déchire, qui se bat, qui s'insulte, et l'enfant, il est au milieu. Pour nous, il y a de la maltraitance psychologique. Parce que l'enfant, en définitive, il n'est pas victime, là, puisque c'est ses parents. Mais il entend aussi bien la vulgarité des parents, les gros mots, les coups que prend la maman ou le papa, voilà. Ça, c'est de la maltraitance psychologique aussi pour nous.
Oui, donc merci d'être venu ici. Avec plaisir, oui. Merci aux dames pour cette dernière rencontre fort intéressante. Merci également à tous nos invités d'avoir participé à notre émission qui touche maintenant à sa fin. Merci Nathan pour toutes ces images et ces témoignages qui, je l'espère, auront réussi à répondre à notre question de départ. Maltraitance physique, maltraitance psychologique, faite aux enfants, de quoi s'agit-il au juste? Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de A-t-on le droit? Au revoir. Au revoir.